Et donc après cela, quelle a été la réalité de la République cubaine donc dans les premières décennies du XXe siècle? Alors, 1898, les États-Unis interviennent militairement dans le pays. Ils occupent l'île. Ils imposent un gouverneur, Leonard Wood. Et donc, Cuba, au début du XXe siècle, décide d'élire une assemblée constituante pour rédiger une nouvelle constitution et entériner l'avènement d'une république, d'une ère supposée nouvelle et libre. Donc, lorsque cette assemblée constituante se réunit, les États-Unis décident d'imposer un amendement au nouveau texte, le fameux amendement Platt. Que stipulait l'amendement Platt? Plusieurs choses. C'est un texte relativement court, mais qui détruisait toute notion d'indépendance pour l'île. Selon l'amendement Platt, les États-Unis pouvaient intervenir militairement dans les affaires internes de Cuba dès lors qu'ils estimaient cela nécessaire. Cuba ne pouvait pas signer d'accord, quel qu'il soit, avec une puissance étrangère, avec une nation étrangère, sans l'accord des États-Unis. Autre point, et c'est sans doute celui qui est le plus connu, Cuba devait louer une partie de son territoire souverain aux États-Unis afin qu'ils y construisent une base militaire, la fameuse base navale de Guantanamo. Alors c'est un contrat qui est extrêmement particulier, puisqu'il avait une durée de 99 ans, et il pouvait être renouvelé indéfiniment à partir du moment où l'une des deux parties était d'accord pour le renouveler. De facto, la première réaction de l'Assemblée constituante lorsqu'elle a été confrontée à un tel texte, un tel amendement, a été un mouvement de refus. L'Assemblée constituante a voulu, le premier mouvement de cette Assemblée était de rejeter l'amendement Platt parce qu'il réduisait en miettes toute notion d'indépendance. Mais les États-Unis ont imposé le dilemme suivant aux Cubains. Soit on intègre l'amendement Platt à la Constitution, soit l'occupation militaire perdure. Donc, après un vif débat au sein de cette Assemblée constituante, à une petite majorité, 14 voix contre 11, on décide qu'il valait mieux une république imparfaite que pas de république du tout. Et c'est ainsi que naît la république néocoloniale, où les États-Unis constituent la principale force au sein du pays. Quelle a été la conséquence de cet amendement Platt? C'est simple. Les gouvernements qui se sont succédés ont été des gouvernements faibles, des gouvernements soumis, des gouvernements impopulaires. Il faut savoir que le premier président de la nouvelle République supposée indépendante était Tomás Estrada Palma, un annexionniste convaincu qui avait vécu près de 30 ans aux États-Unis et qui se trouvait au moment de l'élection aux États-Unis. Quand tu dis annexionniste, c'est qu'il était en faveur de l'annexion de Cuba par les États-Unis. Sa mentalité était annexionniste, c'est-à-dire qu'il était convaincu que le destin de Cuba ne pouvait être séparé de celui des États-Unis. Bien entendu, il était loin de représenter les aspirations de l'immense majorité des Cubains, qui était une aspiration à avoir une patrie souveraine et indépendante, ayant des relations avec le puissant voisin, mais des relations basées sur l'égalité, sur la réciprocité, sur la non-ingérence dans les affaires internes. Et la réalité a été tout autre. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a eu durant la première décennie, les premières décennies du XXe siècle? Ça a été tout simplement une république affaiblie, une république néocoloniale, où les États-Unis intervenaient constamment dans les affaires internes. D'ailleurs, l'amendement Platt a été rapidement mis à exécution, puisque les États-Unis sont intervenus militairement en 1903, en 1906, en 1909, en 1912, en 1924. Il est une anecdote qui permet d'illustrer la réalité de ces rapports asymétriques entre le puissant voisin et la naissante Cuba.
En 1920, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, décide d'envoyer un représentant spécial dans l'île, Enoch Crowder. Mais il n'en informe pas le président en exercice à Cuba, Manuel García Menocal. Lorsque Manuel García Menocal découvre qu'un émissaire spécial est sur le point d'arriver dans l'île, il s'en émeut dans un courrier diplomatique et il exprime sa surprise. Quelle a été la réponse écrite dans un courrier diplomatique de Woodrow Wilson? Je le cite de mémoire, « Le président des États-Unis estime qu'il n'est pas nécessaire d'informer le président de la République de Cuba pour l'arrivée de ce représentant spécial. » Donc telle était la réalité des relations entre les deux pays où le président des États-Unis pouvait humilier par écrit dans un courrier officiel le premier magistrat de la nation. Et c'est quelque chose qui a profondément meurtri les Cubains et qui est resté dans la mémoire collective. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour comprendre le tourbillon de 1959.